Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lipasco qui nous guide sur le chemin de la connaissance. Et tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci Pank, sur le chemin de la connaissance. Eh oui. Qui n'est pas tout droit, hein? Il a une déviation. Exactement. Elle est sinueuse, le chemin de la connaissance. Alors, on a eu de la chance, lundi, nous, là, on est jeudi, d'avoir eu Laura Silva Quesada, il faut quand même préciser le Quesada, qui est donc qui a passé 1 heure de podcast avec Lee et moi. Et ça a été un super moment, un vrai partage, c'était très très chouette. Je mettrai pour les anglophones la vidéo disponible, bien sûr. Là, avec Lee, ce qu'on a décidé de faire, comme avec Ed, vu qu'il y en a qui ne sont pas anglophones ou qui galèrent vraiment en anglais, bah, on va plutôt vous donner, nous, les retours qu'on a par rapport à cet échange, les différents éléments qui nous semblent intéressants. Première chose, toi, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas été en contact avec Laura? Ça faisait longtemps, non? En fait, quand je dis contact, souvent, je lui envoie des mails pour des petites choses. Par exemple, elle m'a toujours répondu quand j'ai envoyé un email à tous les groupes que je voulais programme pour Jerry. Quand Jerry est malade, et ça va beaucoup mieux. Et régulièrement, Laura a répondu tout de suite pour dire merci, je programme, etc. Donc, il y a toujours eu une sorte de contact, mais en fait, je ne l'ai pas vu personnellement depuis 2015 à Paris. Ah non, pardon, 2016 en Grèce. 2016 en Grèce. Oui. Vous aviez fait quoi en Grèce? Vous avez fait un séminaire? À l'époque, il y avait des réunions régulières présentielles pour les directeurs. Ah ouais, sympa. Oui. C'était super sympa. Mais tout ça, c'est arrêté dans la pandémie et ça n'a pas vraiment repris dessus depuis. Voilà. Ça fait déjà 8 ans qu'elle n'est pas venue en France. Oui, en fait, 8 ans. Mais je crois qu'elle ne voyage plus pour faire les séminaires. Hein. Comme elle a déjà dit, elle veut passer plus de temps avec sa famille. Elle fait pratiquement tous en ligne maintenant. Oui, quand on était en off, elle et moi, juste avant que tu n'arrives, je lui ai demandé comment ça allait, comment elle organisait sa vie maintenant. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je reste à l'arrêt d'eau. Et je vais avoir du bruit parce qu'il y a des travaux, désolé. Et qu'elle restait surtout sur l'arrêt d'eau et la région au niveau du Texas, mais qu'elle bougeait quasiment plus. Et qu'effectivement, comme tu dis, elle nous l'a reprécisé après, elle faisait surtout du online plutôt que se bouger. Parce qu'elle veut profiter de sa famille, elle m'a même parlé de sa petite fille qu'elle a eue, etc. Donc, c'est assez cohérent. D'accord. La dernière fois qu'elle est venue à Paris, elle avait son assistante technique avec elle et on a pu tout filmer avec traduction, avec exercice et tout. C'était super sympa. Hein. C'était à l'hôtel, je ne sais plus quel hôtel, mais on avait vraiment passé un super bon moment là-bas. Ouais, c'était très chouette. En parlant, pendant que j'y pense, donc tu disais que Jerry il va mieux. Donc il y a des gens qui n'ont peut-être pas suivi. Là, il est allé en séminaire. C'est à Abu Dhabi qu'elle donne ou Dubaï? À Dubaï. Oui. Avec Marie-Lou, donc sa femme, pour donner un cours de PNL, en tout cas assister le cours de PNL de Marie-Lou. À la base, c'était les deux qui le faisaient, mais c'est super bien de se dire que quelques mois après, il y a déjà cette dynamique qui est possible. Et une chose qui m'a fait sourire, c'est quand on a parlé de PNL, on reviendra dessus avec Laura, c'est Marie-Lou qui l'a formé. Oui, tout à fait. Oui. Jerry, Marie-Lou et Laura ont travaillé ensemble à un certain moment à donner des cours. Et effectivement, Laura est vraiment très, très branchée sur PNL, sur hypnose, aussi bien que Sylvain. Ce que je trouve très chouette, parce qu'il y en avait qui disent non, Sylvain, c'est pur, il ne faut même pas on apprend les autres techniques. Mais moi, je considère que, oui, non, ça, c'était les vieux, les anciens. Mais heureusement, aujourd'hui, on se rend compte que plus
un instructeur connaît sur d'autres sujets, sur d'autres domaines, mieux il est adapté à enseigner ce que c'est la méthode Sylvain, hein, sans avoir juste cette idée en tête et rien d'autre. Bien sûr. Ce qui est intéressant dans la première question que je lui avais posée, je lui dis comment, en gros, toi, tu as vécu le fait d'être plongé dedans. Et j'ai trouvé que sa chronologie était intéressante. Elle disait, elle est née en 54, la méthode est née en 44. Elle dit, elle avait 10 ans. La méthode avait 10 ans, pas elle, hein, parce qu'elle naît à 0 ans. Les recherches, en fait, ont commencé en 44, oui. Exactement. Oui. Et dans le Move, elle est arrivée, donc, après 10 ans déjà de recherche, mais elle était la 8e sur 10, hein, c'est ça, ils sont 10. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle mettait en avant le fait qu'elle n'était pas au cœur, à l'exposition même de toute la méthode. Elle a eu un petit peu cette espèce de recul, la chance d'avoir du recul en même temps. Ouais, je pense que c'est une chance parce que Isabella, à mon avis, elle a dû carburer de chez carburer. Le deuxième, c'était quoi? C'était José Junior. Le deuxième, c'est José Junior, le deuxième fils. Je crois que José c'était avant Isabelle. Justement, il faut que j'écoute de nouveau la vidéo parce que je n'ai jamais été certain de l'ordre de la famille. Parce qu'il y en a 10, ça devient… Oui, c'est ça. Oui. Déjà, Tony et Margie étaient jumeaux et ça, c'était avant Laura. Oui, en tant que Laura, 8e. Et il y avait plein qui n'étaient jamais impliqués dans la méthode. Elle a mentionné Richard, par exemple. Richard, je n'ai jamais rencontré, pendant que d'autres, je les ai vus tous les ans régulièrement. Voilà. Bien sûr. Mais ce qui était intéressant, là, donc, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, donc moi, j'ai grandi avec ça, c'était normal. Alors, ce que j'aime beaucoup, mais c'est parce que c'est un biais de confirmation, hein, mais c'est parce que vu qu'on bosse un peu sur ça, elle parlait d'hypnose hyper… elle dit, moi, j'ai grandi avec l'hypnose, quoi. Papa faisait de l'hypnose, c'était de l'hypnose, il y avait de l'hypnose. Avant qu'il crée sa méthode, l'hypnose était hyper présent. Et on vous en avait déjà parlé, notamment, c'est dans I Have a Hunch, dans la biographie de José, qui disait que, justement, je crois que c'est José Junior qui faisait de l'hypnose sur sa petite sœur et inversement de temps à autre et José laissait et s'amusait à observer pour voir ce qui se passait. Donc c'était un vrai moment d'expérience, mais c'est pas forcément… Elle l'a vécu avec un petit peu de retrait parce que déjà plus jeune et elle est arrivée sur un autre, je pense, une autre énergie. Mais c'est intéressant parce que ce qu'elle a dit à l'école, j'ai trouvé que c'était assez pertinent. Elle dit, pour moi, c'était normal, mais les gens me regardaient bizarrement. Mes camarades faisaient ouh. J'étais bizarre parce que on parlait d'hypnose. Là, on parle quand même dans les années 50. Alors, pour vous donner un peu une idée, parce qu'en ce moment, là, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, donc je l'ai encore là. Dave Hellman, quand il donnait ses cours, Dave Hellman, grand homme, hein, dans les années 50, il disait parler d'hypnose, c'est pas une bonne chose. Parler de relaxation, parler d'apaisement, parler de calme, mais ne parlez pas d'hypnose, ne parlez même pas de suggestion. C'est pour ça qu'il utilisait selective thinking, c'est-à-dire penser sélectionner, pour ne pas utiliser le mot suggestion, parce qu'il dit, on est en 1954, je crois que c'était le moment où il le faisait, et on peut pas parler de ça. Alors, imagine à la période, c'est exactement la même période, hein, où Laura, elle grandissait et avec ses petites copines ou ses copains à l'école, c'était un petit peu la sorcière, la magicienne, je ne sais pas comment elle était vraiment considérée, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est quand même dur, je trouve, pour une petite fille elle qui n'a rien demandé, comme elle disait, elle dit pour moi c'est normal. Et vu que son père n'était pas encore connu, au départ il y avait vachement de critiques. Ça, je trouve que ça doit être dur, hein, pour une petite fille. Et ça, on n'y pense peut-être pas. En fait, j'avais l'air qu'elle était vaguement au courant qu'elle était différente que les autres, mais elle ne savait pas que c'était une famille unique. Et quand les gens disent wouhou, elle ne savait pas de quoi il parlait parce qu'elle savait hypnose et elle savait qu'hypnose n'était pas wouhou. Exactement. Et pareil, elle a même dit, et ça, je ne savais pas. Je savais que José était bien critiqué par l'Église. Mais apparemment, elle se rappelle d'avoir été dans l'église où le prêtre a dit carrément en pointant à José, mais il ne faut pas aller chez ce monsieur, il travaille avec le diable. Et
oui, ça aurait été dur, mais c'est elle, apparemment, elle était tellement jeune et innocente, elle a regardé pour voir à qui il pointait, parce que ça pourrait pas être son papa. J'ai trouvé ça adorable. J'ai trouvé ça génial aussi, ouais. Cette espèce d'innocence à dire, mais de quoi vous parlez? Ce qui prouve à quel point elle a été, c'est la normalité. À partir du moment où, et on sait que les cadres éducatifs, c'est ça, il est difficile pour nous, et on le voit quand on fait un peu de travail sur soi ou de thérapie, de se dire que ce qu'on a vécu comme étant la page blanche, nous on arrive sur une page blanche et qu'on vit nos expériences, pour nous c'est ça le modèle de base. Tout le monde vit comme ça. Et c'est quand on commence à voir qu'il y a d'autres paradigmes et d'autres façons de fonctionner, où là parfois on se dit ah oui, en fait non, c'était pas du tout normal, ma famille ou le système dans lequel j'étais n'était pas normal, ce qui ne veut pas dire que c'est négatif, hein, mais qui n'était pas dans la norme commune de ce qu'on voyait. Et c'est mignon comment elle parlait de ça. J'ai une histoire à ajouter pour cette idée que nous sommes normales, que ma fille me racontait, parce que moi aussi, j'étais très intriguée. Je dis, mais comment tu as vécu cette enfance tellement originale? Et je dis, mais nous, on croyait que c'était normal. Voilà, dimanche, par exemple, bonne famille catholique. Donc, dimanche, il faisait comme toute la rideau. Il va aller à l'église le matin. On avait le dîner dimanche avec la famille, et puis à l'après-midi, on faisait les régressons dans les vies antérieures. Et ça, on croyait que tout le monde faisait pareil. Ils ne savaient pas qu'ils étaient différents. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu vois, ça c'est quand même assez amusant de dire que là, sa 8e fille, elle était plongée dedans, mais complètement. Puis en plus, tu vois, quand elle a dû commencer un peu à réaliser tout ça, 54, on va dire, 10-12 ans, en 66, il avait quand même formalisé complètement son système. Oui. Donc elle arrivait un petit peu au bout de tout ça. Et puis, elle a grandi avec la version expérimentale de la méthode Silva. D'où le fait qu'elle parle aussi facilement de l'hypnose et ENCO, parce que pour elle, c'était... il lisait des bouquins d'hypnose, il lisait des bouquins de psycho, il lisait des bouquins de plein de choses, des Rosicruciens, etc. Et c'est intéressant. Donc ça, j'ai trouvé ça mignon. Alors, un des points, là, c'était tout au début. Ce que j'ai aimé dans son discours, c'est qu'elle a énormément appuyé sur la méthode Silva, c'est un lifestyle. C'est un style de vie. Et j'aime bien cette proposition qu'elle fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un ensemble technique ou une agglomération de techniques que vous devez connaître et faire. C'est un style de vie dans laquelle vous allez utiliser la méditation dynamique. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi très sympa de mettre en avant. Le cadeau de José Silva à l'humanité, c'est la méditation dynamique pour elle. C'est amusant comme notion de se dire, c'est pas tout le modèle, ou après tout le modèle bien sûr, mais en tout cas dans l'échange qu'on a eu à ce moment-là, pour elle, l'élément clé, c'est la méditation dynamique. Tu avais déjà entendu ça de sa part, de parler de la méditation dynamique comme étant vraiment l'élément le plus important qu'a pu proposer José à l'humanité? Vaguement, mais là, elle a vraiment mis ça à point, quoi, que pour elle, c'était la chose la plus importante. Et effectivement, c'est vrai qu'il n'y avait aucun type de méditation qui existait avant ça, sauf justement les méditations orientales où on ne posait à rien, il y avait une profonde transe, on était vraiment parti ailleurs, etc. Et c'est vrai que ce que José enseignait, c'était une méditation dynamique. Ce n'était pas auto-hypnose, mais en fait, c'était basé sur auto-hypnose. Mais lui, il a pris auto-hypnose et il a formulé sa propre façon. Et là, c'est devenu, pour tout le monde qui voulait pratiquer, un autre style de méditation. Ouais, le choix sémantique est intelligent, hein, parce que on est dans les années 60. On sait que c'est un petit peu la naissance du mouvement New Age dans les dans l'Ouest américain plus qu'au Texas. Je ne sais pas du tout comment a été vécu le mouvement New Age au Texas, mais bon. Mais c'était quand même très intéressant parce qu'effectivement, à un moment, elle disait, elle prenait en référence la méditation transcendantale qui s'est énormément développée dans les années 60 à 80 pendant toute cette période qui a été hyper dynamique d'un point de vue spiritualité, recherche. Et se dire, tiens, l'élément clé, c'est la méditation dynamique. Moi, tu sais que ça me convient complètement parce que là encore, je suis biaisé parce que ça confirme un peu ce que j'ai comme idée. L'élément de base sur lequel on doit toujours retomber,
c'est la méditation dynamique. C'est prenez le temps de vous faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour. Oui. Et elle parlait carrément de 1 minute. Alors, je sais pas, elle appelle ça ZAP. ZAP Oui. méditation, c'est ça. Hein. Ça c'est dans le Silva, Silva Manifesting. Ouais. Il y a toute une période où on fait des méditations ZAP, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, 20 secondes même. Et on s'amuse justement en discutant tous les endroits où on peut faire une méditation ZAP. Ça peut être pendant qu'on brosse les dents, ça peut être pendant qu'on fait le jardinage. Donc, en fait, on peut faire une méditation à tout moment de la journée, ce que je trouve génial parce qu'il ne faut pas penser qu'on doit se mettre dans une position bizarre, une musique bizarre, pas de lumière, pas de bruit, etc. Mais non, ça peut être en pleine vie, c'est juste focaliser et produire un certain état de conscience. Et il a beaucoup insisté sur avoir un but, avoir une intention. Ouais. Donc, pas simplement, je me relaxe rapidement, mais je relaxe et je focalise sur quelque chose. Oui. Bah, la définition qu'elle a donnée, que j'ai beaucoup aimée, elle dit, pour moi, la méditation, c'est l'internalisation de ta focalisation. Bon, elle parlait de internalize your focus, mais c'est vraiment ça, c'est dès qu'on commence à internaliser notre focalisation sur quelque chose, c'est une méditation. Ouais. Et si on prend la notion de contournement du facteur de jugement pour arriver à plus de suggestibilité et plus de focalisation, bah on est dans notre définition que nous, on connaît de l'hypnose. Donc, c'est vraiment intéressant comme notion. Internaliser sa focalisation, c'est admettre qu'on rentre dans une phase méditative. Mais encore, on n'est pas dans une phase méditative passive, c'est-à-dire que de relaxation. On est dans une phase où la relaxation optimise potentiellement les choses, mais il faut qu'il y ait un objectif pour que vous puissiez être dynamique dans le cheminement. Et ça, c'est vraiment assez différent des méditations, comme tu disais, que ce soit du zen, que ce soit du transcendantal, que ce soit des méditations diverses, plus orientalisées, où à ce moment-là, on sent que tu dois te poser, tu dois être dans une posture, tu dois être dans un instant, tu dois te mettre dans un endroit, un lieu, etc. Et je trouve que cette notion, elle est vraiment intéressante. Oui, ce qu'elle dit, 1 minute d'énergie, elle fait donc on peut le faire partout. Et l'idée, c'est de comprendre le changement et que le changement doit nous permettre d'aussi appréhender différemment la méditation. Et je trouve que ça, c'est vraiment une idée qu'il faut prendre en tête. Il faut changer notre paradigme qu'on a de la méditation. Et justement, peut-être l'utilisation de la sémantique dynamique et un complément qui a du sens. Et c'est quand on rentre en alpha ou quand on est en train de faire nos exercices, on est en méditation dynamique. On est dynamique. Et appuyer sur ce dynamique, il est important. Dynamique et objectif qui est orienté. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'excuses pour les gens qui disent « j'ai pas le temps pour méditer ». Exactement. Parce que l'exemple classique, c'est ce qu'on appelle une méditation feu rouge. Tu es en train de conduire la voiture, tu arrêtes un feu rouge, tu as quelques secondes à attendre avant que ça change et hop, on fait une petite méditation, zap. Bien sûr. Oui, non, mais c'est bien parce que ça permet de recadrer et donner à tout à chacun cette possibilité de dire, bien sûr que tu peux méditer 5 minutes par jour, mais ça se trouve, ça sera 5 fois 1 minute. Et ça change les choses. Parce que quand les gens disent, ouais, mais j'ai pas 5 minutes parce que j'ai les enfants, le travail, la voiture et tout. Ouais, 1 minute quand tu vas te laver les mains, 1 minute quand tu retournes à ton bureau et déjà, tu as fait 2 minutes des 5 minutes dans la journée, tu vois, c'est déjà bien. Et redonner cette possibilité-là, c'est chouette. Un truc que j'ai trouvé génial. Elle l'a dit dans le début. La méthode est facile à commencer. La difficulté, c'est d'être consistant, c'est d'être persévérant, c'est de continuer. J'adore cette phrase. Je trouve qu'elle est absolument juste et vraie. En plus, on le sait d'autant plus parce qu'on ne fait que de l'échanger là-dessus et on se rend compte à quel point nous, on veut que les gens continuent après la formation ou après qu'ils aient lu le bouquin ou qu'ils appliquent, qu'ils fassent les choses et pas que ça soit un peak state, un gros mouvement hyper intense et puis après qu'il n'y ait plus rien. Ce qu'on aimerait, c'est parfois que ça aille moins haut, mais au moins que ça reste à un niveau qui soit le même et qu'il y ait une continuité. Commencer est facile, mais être consistant, quoi, être persévérant et continuer est quelque chose de plus difficile. Ça va?
Non, moi j'entends pas de bruit, donc. Hop, désolé. Je couperai mon bruit comme ça. T'en fais pas. Tu peux parler, même si je t'entends pas bien, c'est pas grave. Ouais. Donc, cette notion, on reviendra dessus parce que, comme elle le disait, vu que c'est un lifestyle, c'est un mode de vie, le mode de vie insère ce principe-là. C'est-à-dire qu'un mode de vie, c'est dans ton quotidien, tu vis continuellement de cette façon-là. Donc, tu deviens à ce moment-là dans une habitude, dans un mouvement, et tu deviens consistant, tu deviens persévérant, tu persévères dans. Et je trouve que c'est plus intéressant que de se dire, oui, j'ai juste appris une méthode, j'exploite ou pas ma méthode. Parce que, effectivement, je peux me dire, je fais de la PNL, je connais la méthode des submodalités, mais je ne l'ai pas utilisée. Et je ne l'ai pas utilisé, donc moi je l'utilise, moi je vais avoir l'idée de l'utiliser. Si par contre je me dis, bon, bah, moi je vis dans un état d'esprit PNL, bah, dès que j'ai un truc qui commence un peu à me stresser, à m'embêter, bah, je l'imagine, je la vois, je travaille sur les submodalités, je la diminue, bah, à ce moment-là, on est constamment en train de l'utiliser sans se dire forcément que je suis en train de faire de la PNL. Ça devient quelque chose qui se normalise et c'est un peu l'idée pour nous avec la méthode, quoi. Absolument. Parce que déjà, au départ, persévérance est important parce que c'est nouveau et on doit y penser consciemment pour inclure dans la vie. Mais comme tu dis, après un moment, ça devient tellement naturel, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'utiliser une méthode. C'est notre style de vie. Et on a déjà parlé de ça. Tu m'as demandé des fois quelles sont les techniques que je préfère. Je dis, ben, quelquefois, je n'ai même pas l'impression que je pratique une technique. C'est juste quelque chose que je fais normalement dans certaines situations, comme ça, par exemple. Oui, ouais, bien sûr. Oui, mais c'est là où c'est intéressant. Et dès lors, on devient consistant. On continue le chemin. Et alors, vous verrez, je pense qu'on parlera plutôt en partie 2 parce qu'on a d'autres choses à dire avant, mais vous allez voir avec Lee, nous, on en a sorti il y a un élément qui nous a beaucoup marqué, qui est ce qu'on fait pendant l'entraînement, ce qu'on fait pendant le training, le séminaire, n'est pas ce que vous allez vivre dans le quotidien. Et ça, on reviendra dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est fondamental. En tout cas, moi, ça m'a marqué. On en a parlé juste après avec Lee et on voit à peu près les choses de la même façon. On va revenir dessus. Mais gardez en tête, la méthode Silva, prenez-la comme un mode de vie. Alors, ce qui est intéressant, et ça, j'aime aussi beaucoup. Et Lee l'a déjà dit plein de fois. Alors, ce qui est toujours chouette, c'est quand on a plein d'interlocuteurs, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, on vous dit n'hésitez pas à aller voir d'autres instructeurs et autres, c'est qu'on entend les mêmes choses dites autrement. La méthode n'a pas pour but que vous fassiez tout le temps. Nous, on a pris le temps de déstructurer, en tout cas d'étudier la structure pour se dire, regardez, quand on fait ça, ça nous amène à ça, qui nous emmène à ça. Le 1-0-1 qui emmène au 2-0-2, et après on vous a défini chaque technique et comment c'était associé ou lié à la technique qui allait suivre. Mais Laura nous a bien dit, l'important c'est que vous fassiez les choses comme vous le sentez, comme vous modifiez. La méthode doit être la vôtre. C'est la méthode Silva / Lipasco. C'est la méthode Silva / Pank. Et la méthode Lipasco, Silva Pasco, elle est différente de Silva Pank. Mais sur les fondamentaux, on se comprend. On va avoir les mêmes principes. Peut-être qu'elle va plus utiliser un truc spontanément. Moi, par ma nature, je vais utiliser plus autre chose, et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se dire, oui, on veut que vous connaissiez, on va dire, le curriculum, entre guillemets, de la méthode, et que vous sachiez qu'il existe ça, parce que peut-être, aujourd'hui, vous en avez rien à faire, mais peut-être dans 5 ans, prenons gestion de la douleur, aujourd'hui, on s'en fout. Et peut-être dans 5 ans, refaire le gant anesthésique et commencer à se dire je vais faire mon travail d'apaiser la douleur parce que je sais que je suis capable de le faire, ça va être un outil que vous utiliserez, mais ultérieurement. Parce que là, pour l'instant, pour votre mode de vie, votre façon d'être, aucun problème. Et ça, je trouve que c'est important à prendre en compte. Et Lia, elle vous le dit souvent, prenez les techniques que vous aimez. Comprenez comment ça fonctionne, mais c'est toujours qu'est-ce que vous allez utiliser. Justement, si on veut que ça soit une méthode qui se continue dans le temps et que ce ne soit pas une espèce d'obligation, genre il faut que je fasse mes gammes. Non, on propose les gammes, mais après, il y a peut-être, avec 3 accords, tu peux faire des chansons entières. Hein. Donc, détends-toi. Prends ce qui est bon pour toi à ce moment-là et travaille avec. Ça, j'ai trouvé que c'est chouette à entendre, mais toi, tu le dis régulièrement. Hein.
Oui, en fait, on le dit régulièrement dans les textes qu'on lit. On dit, ceci, c'est la méthode Silva, c'est ta propre maîtrise de l'esprit. Donc, ça appartient à toi. Tu peux accepter ou rejeter tout ce que tu veux. C'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui as le choix, etc. Donc, oui, je trouve ça, c'est essentiel. C'est pas comme justement un système qu'on doit pratiquer à la lettre. C'est une boîte d'outils. On utilise ce qui nous intéresse. Ou ceux qui sont utiles. Oui. En fait, c'est une boîte outils qu'on va tenter d'intégrer dans un style de vie. Oui. Et donc, plus on utilisera des outils, plus on arrivera à en faire un style de vie qui peut correspondre à ce qu'on a besoin, à ce qu'on est. Qu'est-ce que j'ai trouvé de génial aussi? Ah ouais, ça c'était génial. L'intuition n'est pas un gift, n'est pas un don, c'est une compétence. J'adore. L'intuition n'est pas... Mais on le sait, hein, parce que le but de la méthode est quand même que vous développiez votre intuition, ce qui sous-entend que tout le monde est apte à avoir de l'intuition. Donc, si tout le monde est apte à avoir de l'intuition, c'est soit tout le monde est doué, soit, en fait, personne n'a un don spécifique et donc, c'est juste une qualité, une compétence à un moment donné. Je cherchais ce qu'il disait. Ouais. It's a skill. Exactement. Un skill, une compétence, c'est quelque chose où on doit s'entraîner à le faire. Quand tu apprends à lire, c'est un skill, c'est une compétence. Il faut pratiquer pour pouvoir bien lire. Il faut pratiquer pour bien jouer un sport. Et voilà. Donc, en fait, Laura a vraiment confirmé beaucoup de choses qu'on a déjà discutées dans ces podcasts. C'est chouette. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est que vu là, on est sûr qu'elle ne les écoute pas, hein, vu que c'est en français, c'est cool parce qu'on s'aperçoit que on est en accord, où on confirme beaucoup de choses qu'on vous partage et qu'on se dit, ah ouais, nous on le voit comme ça, et on s'aperçoit que Laura, quand elle en parle, c'est la même chose avec ses mots, avec sa manière d'eux, mais ouais, c'est chouette. Ça nous permet de voir si on ne part pas trop en live, et donc on reste bien dans la philosophie, Sylvain. Alors, attends, 27, on continue encore un peu. Il y a un élément que j'ai adoré aussi, on en a parlé en plus il n'y a pas très longtemps, les cas. Les cas et la pression que se mettent les personnes pour faire les cas. Alors, ce qu'elle a dit à ce moment-là, et j'ai beaucoup aimé, elle dit, il ne faut pas que les gens qui fassent des cas le 4e jour, ou le 3e si vous êtes sur la version très courte, vivent ça comme une pression. Or, on le sait, on en a déjà débattu avec Lee, il ne faut pas qu'il y ait de pression. Alors, ce qu'on vous avait proposé la dernière fois, tenter de faire pendant une demi-heure des cas, et faire 10 cas en une demi-heure, c'est-à-dire 3 minutes par cas, et vous dites et ce que vous ressentez, ce que vous voyez à ce moment-là. On en a parlé à Laura, qui ne trouve pas ça bête du tout, parce qu'elle nous dit, oui, effectivement, nous, c'était minimum 10 cas. Sauf qu'on ne passait pas 2 heures, on ne laissait pas de silence, on ne laissait rien. Si la personne, à un moment, ne capte plus rien, on passe à un autre cas, et basta. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, et justement, ça enlève toute pression. Il y a 10 cas. Si on arrive à avoir 2 retours, on fait 2 retours. Si on en a 5, on en a 5 et c'est super. Qu'importe. L'idée, c'est de se lâcher le plus possible. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Le séminaire développe le process. Le séminaire, il est juste là pour vous permettre de prendre des compétences. Ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est pas une fin. Le séminaire de base, et c'est d'autant plus sympa parce que la méthode vous permet de le renouveler, donc ça c'est assez chouette pour 10 euros par jour. Ça permet de développer le processus que vous devez appliquer ou que vous devez ressentir à l'intérieur de vous. Mais c'est pas, vous avez votre certificat Silva, c'est fini. Non, en fait c'est comprenez les process, développez les process, travaillez les process. Et en fait, le cours, c'est juste ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Vous n'allez pas engueuler un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Il est en train d'apprendre à marcher. Au contraire, dès que vous voyez un enfant qui apprend à marcher, il fait 2 pas, même si c'est branlant, vous dites « Ouais, c'est super, trop bien !» Il faut avoir le même état d'esprit, en fait. Parce qu'en ressortant, on n'est pas en train de dire que vous allez marcher, ni même courir, ni même faire un 100 mètres. On est en train de vous dire « Vous commencez à marcher. » Et il y a des moments où vous allez tomber. Et ce n'est pas grave. Et tu vois, ça, je trouve que c'est important peut-être de le rappeler. Le training développe le process. Je trouve ça bien. Moi, je trouve que c'est un bon élément à rappeler à tout le monde. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je trouve ça génial, mais bon. Absolument.
Totalement, 100% d'accord. C'est vrai que souvent, on se... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on voit la méthode et le 4e jour et la graduation un petit peu comme, tu sais, l'aboutissement. Alors que là encore, mais on en a déjà parlé, hein, c'est compliqué ce moment-là. Vous êtes gradué Silva, vous êtes diplômé, pardon, Silva, mais en même temps, ça veut dire que vous avez commencé à capter ou à apprendre ou à éveiller en vous des choses, mais c'est le début, quoi. C'est la ceinture blanche. Vous venez d'acheter votre ceinture blanche à votre kimono et vous venez de faire quelques cours et vous commencez à comprendre comment on donne à une gauche et une droite, c'est tout. Ça va pas plus loin. Hein. C'est même pas la ceinture noire, hein, c'est juste le début. Tic, tic, tic. En fait, moi j'essaie de les faire comprendre, c'est pas que tu as accompli quelque chose, mais que tu es devenu membre d'une grande famille internationale, quoi. Ouais. C'est ça le diplôme, c'est ça le certificat. Tu es diplômé Silva, ça veut dire tu es bienvenu à tous les autres séminaires dans le monde, tu es bienvenu à des groupes de diplômés. Bon, tu es membre d'une famille, mais c'est pas que c'est fini, tu as terminé tes études. Ouais, en gros, on pourrait faire l'analogie à tu commences à comprendre le langage, comme ça, quand on va parler de K, quand on va parler d'alpha, on parle la même langue, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu es capable d'écrire des bouquins ou faire des conférences de 5 heures. Oui. Mais tu commences à comprendre à peu près les concepts et les mots. Et c'est ça qui est important. Effectivement, ça valide le fait que tu as déjà des bases. Et à partir de là, à toi de continuer sur les choses qui t'intéressent. OK. On va mettre la pause là et après, on passe à la deuxième partie. Oui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Et à tout de suite. Hop.